Il s'agit de l'un des arbres les plus éthiques et rachitiques de la ville de Marseille. Il s'agit ici de l'un des endroits les plus clos, les plus désespérés de la cité. Il s'agit du square Edgar Poe. Vous voyez, avec cet exploit d'avoir commis 2 fautes d'orthographe en 2 mots, Edgar Poe qui aurait 216 ans aujourd'hui, 19 janvier 2025. Alors c'est un lieu qui est souvent fréquenté par des chats des environs, qui sont bien sûr les seuls êtres vivants de ce quartier, les plus à même de comprendre cet auteur. Alors Edgar Poe, le véritable scandale consiste en ce fait qu'il est impossible de trouver un volume complet de ses œuvres traduites en français. Ça, c'est un scandale, évidemment. Donc j'acquiers de temps à autre des petits ouvrages. Celui-ci, vous voyez, c'est un ouvrage de 1 franc, avec des traductions d'un certain Victor Orban, avec un dessin du tombeau d'Edgar Poe à Baltimore. Traduction inédite de Victor Orban, et qui imagine dans sa très amusante petite biographie au début de l'ouvrage, qui évoque des pérégrinations d'Edgar Poe en 1822 en Grèce, sur les traces de son maître Byron pour aider les Grecs à lutter contre les Turcs. Il imagine même des aventures de Poe en Russie, ou plutôt des mésaventures financières. Il évoque bien sûr l'enfance de Poe à Stoke Newington, à Londres, et puis ses études militaires à West Point. Je suis particulièrement attaché à cet ouvrage. Tiens, voilà un lecteur d'Edgar Poe qui vient à ma rencontre. Je suis particulièrement attaché à cet ouvrage, The Complete Tales and Poems of Edgar Allan Poe. C'est en langue anglaise. Je l'ai acquis à Baltimore. Alors il n'y a pas, contrairement à ce qu'indique le titre, il n'y a pas que les contes et les poèmes, puisqu'on y trouve les aventures d'Arthur Gordon Pym. On y trouve le colloque de Mono Seuna. Alors ça, ce sont des nouvelles auxquelles je suis particulièrement attaché. The Power of Words, la puissance de la parole, suivant la traduction de Baudelaire. Pardonne, Agathos, à la faiblesse d'un esprit fraîchement revêtu d'immortalité. Pour moi, ces 3 petites nouvelles, ces 3 dialogues avec le colloque entre Mono Seuna et la conversation d'Airos avec Charmion, sont tout à fait emblématiques de la pensée de Poe. Ils sont placés bien sûr sous l'égide de Sophocle et Euripide. Arthur Gordon Pym. Et puis bien sûr, dans cet ouvrage, on trouve un essai absolument fondamental dont on ne parle pas suffisamment, qui est Eureka, qui est au départ une conférence que Poe a prononcée à peu près 1 an avant sa mort, et qui est une véritable cosmogonie dédiée à Alexandre Humboldt, et qui n'est en fait rien d'autre qu'un essai sur l'univers matériel et spirituel. Alors je rappelle que Poe n'a suivi aucune étude scientifique, et un astrophysicien comme Jean-Pierre Luminet dit par exemple que dans cet essai on trouve des intuitions qui anticipent les découvertes de la physique du XXe siècle, telles que l'âge fini des étoiles comme explication du noir de la nuit, les trous noirs. Edgar Allan Poe parle des soleils invisibles, des trous noirs, des trous de verre, de la matière sombre.
Et il a surtout des intuitions absolument extraordinaires en ce qui concerne... enfin, ce sont plus que des intuitions d'ailleurs. Hein, en ce qui concerne l'histoire de l'univers. Je lis ma traduction, la traduction d'un passage d'Eureka dans la Pléiade. Je suis pleinement autorisé à déclarer que la loi que nous nommons habituellement gravitation existe en raison de ce que la matière a été à son origine irradiée atomiquement dans une sphère limitée d'espace d'une particule propre, unique, individuelle, inconditionnelle, indépendante et absolue, selon le seul mode qui pouvait satisfaire à la fois aux deux conditions d'irradiation et de distribution généralement égales à travers la sphère, c'est-à-dire par une force variant en proportion directe des carrés des distances comprises entre chacun des atomes irradiés et le centre spécial d'irradiation. C'est-à-dire qu'Edgar Poe envisage la sphéricité de l'univers et de par la distribution parfaitement égale de ses constituants, ce qui est quand même une chose extraordinaire, il en déduit tout simplement que l'univers, c'est... enfin, il en déduit l'expansion de l'espace-temps, on peut dire, à partir d'un atome primitif. Et surtout, il en déduit que la gravitation n'est rien d'autre qu'un phénomène qui permet et qui permettra, à la fin des temps, le grand retour à l'unité, ce qui est tout à fait conforme à la volition divine. Et donc il prévoit l'effondrement de l'univers sur lui-même, ce que l'on appelle en langage contemporain le Big Crunch, en astrologie, en astrophysique, excusez-moi. Le Big Crunch, c'est tout simplement le retour à la singularité quantique initiale, d'une singularité l'autre. Et là, j'en arrive pour en finir à l'un des passages des Marginalia, qui a un rapport direct avec l'histoire de l'univers. Je ne puis m'empêcher de penser que les auteurs de romans gagneraient de temps à autre à prendre exemple sur les Chinois, qui, bien qu'ils construisent leur maison à partir du toit, ont tout de même assez de discernement pour écrire leurs livres en commençant par la fin. Et si l'univers était effectivement un livre écrit par un dieu chinois qui aurait commencé par la fin.